je voulais ajouter que le dessin IN vient de dessin EIN. En fait, le dessin EIN, c'est le projet qu'on a en tête, l'image, et alors on va en faire une image, et on dessine cette image, et c'est devenu le dessin. Et donc le mot dessin vient de dessin EIN. Oui, ouais, il y aurait beaucoup de choses à aborder sur la question. Alors, je voudrais faire une référence. Cali, qui était un historien de l'art, m'avait un jour dans un exposé avait donné une définition que je trouvais assez intéressante. Il disait que le mot design vient en Angleterre de la définition du concept du projet et du projet religieux, c'est-à-dire comment il définit l'édifice dans une pensée spirituelle. Je trouve que c'est une assez belle définition. Alors moi j'en avais une autre, comme ça, puisqu'on est dans les définitions. Je m'étais appuyé sur faire une citation par rapport à Yves Michaud, qui avait défini dans un de ses ouvrages sur l'art. Il dit que l'art est passé du substantiel au procédural. Très intéressant, il est passé de la matière, de la peinture, de la sculpture, au concept et à la procédure, avec, comme tu as dit tout à l'heure, Gaetano, à partir de Marcel Duchamp. Et je me demandais, moi, par rapport, s'il n'était pas passé du fonctionnel déductif au prospectif comportemental. C'est un peu... Alors le fonctionnel déductif, c'est ce qui a été décrit tout à l'heure, c'est la génération dont laquelle tu as émergé, à savoir forme-fonction, ce qui est tout le mouvement américain. Et après, il y a eu cette mutation extrêmement forte. Et je pense que le design actuellement est amené certainement à inventer, je dirais, les comportements. C'est-à-dire, à partir du moment où il invente les comportements, il devra trouver les réponses. Il doit avoir une fiction, l'intuition, je donne au designer la fonction intuitive, de pouvoir inventer de nouveaux comportements dont il devra trouver les réponses. Il y a certains types d'objets actuellement, je pense que je prends l'exemple sur Zaha Hadid qui fait une espèce de forme, on ne sait pas exactement la forme que c'est, elle n'a pas d'échelle de définition, sauf que c'est la personne qui va s'en emparer, qui va lui donner sens. Bon, alors je trouve que ça c'est intéressant. Alors je pourrais revenir, mais je vais te donner la parole à d'autres. Il y a eu, cher Philippe, un trou dans la chronologie que tu as présentée, parce qu'elle concerne profondément, et là ça rejoint un autre aspect, elle concerne profondément le travail de Gaetano, à savoir que la période 65-75, qui est une période phare, dans la mesure où elle appartient à ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est une période où la consommation, les moyens d'acheter vont nécessiter un moment de pouvoir produire, et elle va être une période de contestation, et là je rejoins la question que tu posais sur la notion politique, et c'est une interrogation que j'aurais à faire, c'est que la procédure, le lien qu'il y a dans le travail de Gaetano Pesce entre art et design, c'est-à-dire faire les projets qui à un moment associent la question de l'art et qui à un moment l'intègrent, il faut bien admettre que si on connaît un peu tous les travaux, comme la Donade qu'on a vu tout à l'heure, le Hub 5, est un objet qui en même temps questionne une relecture de l'objet liée à des références de l'art et de la sculpture et autres, et de la psychologie, même, je dirais, de la psychanalyse, en même temps qui est un objet, je dirais, extrêmement fonctionnel, il rend service, d'autant qu'il pose un problème, et c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu, c'est quand même été un événement dans l'histoire du design à cette époque, car il était livré, compressé dans un sachet qui ne faisait pas plus que 10 cm d'épaisseur, donc on pouvait l'acheter, l'emporter sous le bras, rentrer chez soi, et on ouvrait le sachet et il y avait une révélation, une élévation, un accouchement de l'objet, ce qui était quand même absolument magique. Alors après s'asseoir dans un siège, dans un corps de femme, ça pose des questions, et là je crois que les intentions étaient forcément données. Alors c'est un peu ça, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, je crois la question que je pourrais poser à Gaetano, la démarche est politique. Elle est extrêmement politique parce qu'elle est une contestation d'une société
Et une remise en question, il faut savoir qu'il y a cette période, il y aura mai 68, donc on conteste des valeurs de la société, et si je prends des deux autres objets pour accompagner le discours, excusez-moi peut-être un peu long, je mettrai le Sacco, hein, qui est un siège absolument sublime, et qui conteste tous les comportements, l'introduction du mou, l'introduction du ras du sol et autres. Je voulais savoir, c'est que là, l'art intégré à la question du design est un élément de contestation politique. Quelle est la forme actuelle, est un engagement politique, quelle est la forme actuelle de l'enjeu du design et son sens politique? Je pense qu'il n'est plus le même, car il me semble qu'il est beaucoup plus soumis à l'ordinateur et à toute cette technologie qui fait que si avant l'art se confrontait très fortement à l'industrie, au système industriel, maintenant il se mélange et aux autres territoires, il était en contestation. Maintenant il se dilue dans la mesure où l'ordinateur fait une relation extrêmement multiple dans tous les territoires, et donc dans ce territoire-là, je dirais, comment la politique, comment l'enjeu de pensée peut intervenir. Voilà, c'est l'écart que je fais entre ce qui était très clair, est un enjeu très montré dans la période 65-75, puisqu'il y a la crise pétrolière qui apparaît et qui va freiner, et on va passer après au postmodernisme, comme Philippe l'a dit. Quels sont les moyens, à un moment où comment la dimension de responsabilité et d'enjeu critique d'une société, ou du moins de son aide, va-t-elle se jouer? On n'est pas sur le même territoire, ce que tu as développé. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Juste un mot avant de laisser la parole à Gaetano. C'est très volontairement que je n'ai pas présenté l'objet de Gaetano, parce que Gaetano allait être présent. Je préfère qu'il présente l'objet lui-même. Mais simplement, donc, pour rebondir sur cette question, effectivement, du design critique. Ce que j'ai appelé postmodernisme, c'est pas le postmodernisme au sens classique du terme, donc c'est un peu compliqué. C'est vraiment ce qui arrive après cette période moderne de form follows function. Et pour moi, c'est extrêmement important, parce que je pense que le design critique commence avant. C'est-à-dire que j'ai parlé de 65, on pourrait montrer comment, je crois que toi-même c'est en 64 que tu as commencé ce travail. Je te laisse la parole. Bon, moi, pendant qu'on entend, etc., moi, ça me vient à l'esprit plein de choses que je voudrais dire, mais que je ne peux pas, évidemment. Mais surtout sur ce que Claude Courtcuisse a dit, c'est intéressant de parler du futur du design. Alors, le futur du design, comme on a dit, c'est d'inventer des processus, des méthodes, etc. Alors, je pense tout de suite qu'il y a 12 ans, avec une industrie, j'ai mis ensemble un processus qui s'appelait « Personne est parfait ». Nobody is perfect. Et alors là, c'était des objets où les ouvriers dans l'industrie avaient le droit de décider la couleur et la forme des objets de cette collection. Pourquoi ça? D'abord, parce que chacun exprimait son concept, sa façon, son goût, etc. et sa créativité. Et donc, si on regarde derrière nous, il y a toute une tradition à l'usine, on répète des projets que quelqu'un a fait, etc., etc. Et on doit renoncer, être castré à nous exprimer. Et finalement, je pense que ça, c'est fini. C'est-à-dire, ou bien, un certain travail répétitif à l'usine est terminé. Et on voudrait qu'à l'usine, on exprime la créativité que tout le monde possède. Et alors, à cette époque-là, j'ai commencé à dire, moi, d'exprimer des formes, ça ne m'intéresse pas, mais j'aimerais que les gens à l'usine fassent des chaises, des tables, des consoles, des miroirs, c'était toute une très grande collection. Ce que c'était intéressant, superbe de tout ça, c'était qu'à un certain moment, dans cette usine, dans cette entreprise, il y a eu des gens qui ont téléphoné et ils ont dit, vu que les ouvriers ont la possibilité de faire les objets, pourquoi pas moi? Alors il y a eu des gens dans les domaines de la distance possible de cette industrie qui se trouve au Piedmont, comment dire, au Piémont, ils sont allés
Parce que c'était possible de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur à se faire ses propres objets. Et cette chose, ce phénomène que moi je n'avais pas prévu, ça m'a ouvert la possibilité de dire un jour il faut penser à des systèmes qui donnent l'objet fabriqué à moitié et qui demandent aux consommateurs de terminer la fabrication. Donc ils doivent être des systèmes propres, des matériaux qui ne sont pas dangereux, des matériaux qui ne sont pas polluants, des matériaux... Parce qu'un des projets du design, c'est projet du design, c'est le développement de la créativité. Et ça, c'est un immense but, avoir une société des gens qui n'écoutent pas, mais qui s'expriment. C'est formidable, politiquement, ça va être une immense révolution. Des gens qui sont des individus, pas des numéros, des individus. Donc la fonction du design, ça peut être ça aussi, de dire, je dessine rien, mais je mets ensemble des choses qui permettent aux gens de développer leur... Alors à ce moment-là, on commence à faire des prototypages, parce que pendant que Philippe pensait, moi je dis, tiens, mais le prototypage, ce n'est pas de faire un prototype unique, mais la production est faite de prototypes. C'est-à-dire que chacun a, je l'ai dit tout à l'heure, un objet unique. Mais pas seulement ça, on arrive à introduire dans les processus de fabrication les gens mêmes, chez eux, ou je ne sais pas où. Et d'une certaine façon, c'est ce que c'est arrivé avec les bureaux, que c'est plus les bureaux où on va travailler, parce qu'avec les computers, les bureaux c'est la plage, les bureaux c'est les toilettes, les bureaux c'est là où on peut travailler avec ces petits. Alors, le prochain grand changement, c'est que l'usine se déplace chez nous. Et donc on achète des choses dans lesquelles, pour arriver à la fin de cet objet qui se vend, on a besoin de nous-mêmes, chacun de nous, qui intervient avec la propre créativité. Et donc, nécessairement, à la fin, il y a un objet unique. Pas seulement ça, mais il y a une affection énorme vers l'objet, parce que l'objet est fait par nous-mêmes. Imaginez les voitures, le monde des voitures. Quand moi, j'aime pas la voiture. J'aime la voiture parce que c'est un outil formidable, mais de toute façon, je n'arrive pas à comprendre parce que toutes les voitures se ressemblent. Mais imaginez-vous que les jours arrivent, parce que la technologie, elle est de plus en plus proche pour nous permettre ça, où on dessine nos voitures, la nôtre. Et donc, quand on voit passer la voiture dans la rue en telle, on dit, voilà, c'est Jean qui est en train de passer. Ou Pierre, ou Marie, etc., etc. Donc, le futur, la grande révolution qu'il y a marqué ici derrière, troisième révolution, ce n'est pas la troisième révolution des CER, mais c'est vraiment le marché, il va vers l'unicité. Juste deux petites remarques. Il date de quand ce projet que vous avez fait où les gens peuvent, les ouvriers peuvent participer à l'élaboration du produit? Ça date de quelle époque que vous avez fait ça? 2000. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que ça fait aussi écho à la place de l'ordinateur dont vous parlez, parce que pour amener l'usine chez les gens, il faut que l'usine tienne dans une boîte. Et avec les Fab Labs que je citais tout à l'heure, que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà, donc des laboratoires de fabrication Fab Labs, qui utilisent des technologies numériques, avec une imprimante 3D par exemple, et quelques bons logiciels, qui peuvent peut-être coûter cher dans un premier temps, c'est vrai, mais certaines écoles s'équipent de ces outils. Paradoxalement, on n'est plus dans l'industrie parce qu'il y a un retour à l'artisanat. Il y a beaucoup de choses qui, dans les innovations numériques, qui relèvent de la bidouille, ou du hacking, comme certains le disent, du bricolage avec une machine. Effectivement, l'ordinateur, c'est une technologie tellement puissante que, associé à un ou deux autres appareils comme une imprimante 3D, effectivement, peut-être qu'il apporte quelque chose de nouveau au geste de design, l'ordinateur, comme outil de conception, comme outil de prototypage, où on va pouvoir peut-être personnaliser des choses et être un peu l'auteur de ces produits. Et j'avais une deuxième petite remarque en écho, je ne peux pas répondre à tout, bien sûr,
c'est souvent revenu la question de forme-fonction dans nos échanges. Et effectivement, ça a structuré la manière dont on pensait le design. Moi, j'ai bien aimé la distinction que vous faisiez entre fonctionnel déductif et prospectif comportemental. J'ai essayé de m'en souvenir. Parce qu'effectivement, Gaetano disait aussi, la fonction, c'est pas suffisant, il faut que l'objet ait une identité, une unicité, qu'il me dise quelque chose. Et je crois qu'avec le souci du comportement, où moi je mets les usages de ce côté-là, effectivement, c'est à distinguer de la fonction. La fonction, si c'est juste l'ergonomie, c'est déjà essentiel, parce que malgré tout, on attend d'une chaise d'y être bien assis. Mais effectivement, c'est pas suffisant, et on voit qu'effectivement, la dimension plus anthropologique du design, elle devient aujourd'hui très forte. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la fonction. Je crois qu'il faut que ça s'accumule. C'est-à-dire que le fonctionnalisme a eu un mérite de dire qu'il faut qu'il y ait une évidence entre la forme et la fonction. Mais peut-être que les décennies suivantes amènent une idée qui doit s'ajouter, qui est cette couche sur les usages, sur la visée qu'on a de l'utilisateur, que ce soit par l'unicité de l'objet ou par des réponses apportées sur un territoire, à une collectivité. Alors, j'ai pas pu développer, mais moi je crois je peux juste terminer par ça, on peut quand même garder la question de la forme. Moi je proposais 3 critères, mais qu'on peut discuter. Quand même, la question de la forme, ça reste un enjeu de designer. Quelqu'un qui ne saurait pas dessiner une belle forme, on aurait quand même du mal à le voir comme un designer. La question de la fonction, à mon avis, elle s'élargit dans la question des usages. Il faut des objets fonctionnels, parce qu'il y a des chaises sur lesquelles on ne s'assoit pas, hein, comme il y a des presses agrumes qui ne pressent pas, paraît-il. Suivez mon regard. Donc, il faut que ça reste fonctionnel. Mais voilà, je dirais qu'il y a la forme, certes la fonction, mais la fonction pensée dans les usages sociaux. Moi, j'appelle ça l'effet socio-plastique du design. Il faut qu'il y ait un impact social. Et puis, il y a une troisième idée, peut-être, mais que je ne peux qu'esquisser, c'est que le design contribue aussi à créer la qualité perceptive de l'existence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus ou moins agréables à vivre, parce qu'il est juste plus ou moins agréable de les percevoir. Et cette dimension-là, la qualité perceptive des choses, le design a ce pouvoir-là de créer une expérience qui, à un instant T, a des qualités perceptives fortes. Que je me sente enveloppé par une femme dans mon fauteuil, ou que mes yeux se sentent séduits, ou que j'ai ma voiture unique, mais à un moment donné, une intensité perceptive qui fait de l'instant design, entre guillemets, un instant justement unique. Bon, voilà, je m'arrête là. Je voudrais compléter. Je suis tout à fait d'accord sur justement ce développement, et comme je disais tout à l'heure, le comportement, c'est inventer des comportements. Le comportement, c'est déjà comment je m'assois dans un premier temps direct et individuel, mais c'est aussi comment je m'adresse à l'autre, comment je le rencontre, comment je vis avec. C'est toute cette... Et alors moi, j'ai un peu du retrait sur cette générosité offerte. Moi, je fais confiance. Et je pense que la mission d'un designer, c'est justement d'être comme un philosophe, comme un sociologue, d'être quelqu'un qui a la capacité, par sa culture, son intelligence, sa connaissance du monde et les études qu'il en fait, d'aller plus loin que le modeste habitant qui est peut-être généreux, a besoin de vivre, de ressentir le monde. Mais il a une mission, à mon avis, il a la capacité d'inventer. Inventer un futur comportement, c'est pas à la portée de tout le monde, et je pense que ça, c'est la mission du designer, d'avoir une vision lointaine, et de pouvoir l'appliquer dans des formes et des applications dans des systèmes techniques et technologiques, en ayant conscience de tout ce que ça va brasser dans la société, d'avoir son engagement politique. Je reviens à ça. Alors, moi, je dis, attention, le designer, c'est quelqu'un de très important. C'est pour ça que je voulais finir par ça. Ben oui. C'est évident. Je serais tenté de dire, on ne peut pas mettre le design entre les mains de tout le monde. Voilà, grosso modo, je serais un peu sévère. Juste deux mots. Enfin, c'est juste parce que les phrases de Gaetano m'ont fait penser à quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je suis content qu'on soit revenu à la question de l'artisanat, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, l'un des enjeux fondamentaux du design, c'est précisément de relire les articulations possibles avec l'artisanat comme lieu de formation et de conformation, dire. Et ça me semble extrêmement important. Simplement parce qu'en plaisantant, en entendant Gaetano, je pensais en Afghanistan,
il y a un certain temps. Alors, en fait, c'était un lieu assez extraordinaire parce qu'il fabriquait des portières de camions en bois marquetté. Et enfin, donc la situation était extrêmement simple, c'est-à-dire que tu étais chauffeur de poids lourd, tu arrivais avec ton camion et en une journée ils enlevaient la portière, ils changeaient la portière, ils fabriquaient sur mesure une portière en bois marquetté avec le lève-vitre, avec tout ce qu'il fallait pour que ça marche, et c'était évidemment beaucoup plus beau, quoi. Et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, enfin, je dis ça, c'est une anecdote, mais c'est aussi une métaphore, c'est-à-dire effectivement ce geste-là, qui est vraiment celui de l'artisan, qui est un geste extrêmement savant. Je dis ça, il ne faut pas penser que ce geste n'est pas savant. Je pense que pour moi, la pensée, elle est aussi dans le geste. Et donc, j'insiste là-dessus parce qu'on pourrait penser dans nos débats qu'effectivement, le processus remplace l'objet, finalement, l'objet conclut. Mais en fait, je pense que cette capacité du geste savant, dont je pense que Claude vient d'en parler 2 secondes, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui rejoint en fait l'artisan et le designer. Enfin, à cette occasion, d'ailleurs, si on a le temps, j'aimerais bien que Gaetano dise 2 mots du laboratoire. Okay, thank you for your interesting comments. I have a question to Mr. Gaetano Pecci. Italian design is known for, with designers, individual designers are known with their objects. And all over the world, it became a model for other designers. Other designers tried to design their objects, their historical objects, so they are known by it. They are listed in the books with their objects. So, how do you think the transition from this kind of, star designer status to a designer, unknown designer, perhaps working for systems, working for societal change. Perhaps we won't know the name of the designer. Do you think that designers have that kind of mindset ready for that kind of role? Object-oriented design towards perhaps no object type of design. Alors, la question, si j'ai bien compris, elle me pose cette réponse qu'il faut éclaircir ici. Ici, on n'est pas là à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Chacun de vous a ses problèmes. Donc, les designs italiens, d'autrefois, avec les designers individuels, etc., c'est plus valable. Ou bien c'est encore valable, ça dépend des choix que vous allez faire vous-même. Ça, c'est une conquête culturelle qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, c'est possible que les designs de demain soient un design des systèmes. Ou bien le design de demain, c'est les designers qui ont une spécificité, une personnalité, etc., etc. Personnellement, je pense qu'on va vers un futur où Philippe, entre-temps, a dit une autre chose. Et là, je commence à naviguer. Il a dit l'artisanat. C'est vrai qu'on entend ça dans le futur des designs, c'est retourner à la manualité, etc. C'est vrai, mais il faut faire attention à une chose, que c'est un artisanat qui a affaire avec une technologie super sophistiquée. Ce n'est pas l'artisan qui se met là à sculpter les plâtres et faire les coquilles, parce que, bon, je ne sais pas quoi. Mais c'est de manipuler des matériaux on souffle, ou bien comme quelqu'un a dit, la musique, la forme prend forme, etc. C'est-à-dire, c'est l'artisanat, oui, mais c'est un artisanat de demain, ce n'est pas l'artisanat du passé, pas du tout. Donc, quand on arrive à concevoir une production de pièces uniques, ces pièces uniques ne sont pas faites par l'artisan, mais sont faites par une technologie qui nous permet d'avancer dans l'histoire du futur.
Voilà. Ça, c'est une chose très importante. Au même moment, il faut dire que les écoles, vu qu'il y a beaucoup d'écoles, ont aujourd'hui cette idée qu'avec les computers, on fait tout. Ce n'est pas vrai du tout. Les computers, c'est seulement un outil pour faciliter certaines choses. Mais aller-vient du cerveau humain au cerveau, je crois que c'est une chose qui doit continuer à exister parce que c'est une façon pour enrichir nos pensées. C'est-à-dire quelqu'un qui, à la table, il fait un projet, etc., sans vérifier avec les mains tout de suite, etc., ce projet, il sera pauvre. Pauvre, pas parce qu'il est pauvre, mais il est pauvre dans le sens de la banalité. Alors, lui, il a parlé que je parle du laboratoire. J'ai toujours eu, dans ma façon de travailler, un bureau et un laboratoire. Parce que j'ai toujours aimé l'idée qu'il y a un progrès de matière qu'il faut étudier. Il faut étudier des méthodes. Et la plupart de mon travail, c'était de fournir aux industries, quand c'était le cas, des trouvailles que j'ai fait intéressantes. Donc, par exemple, l'élimination du moule, important, parce que l'industrie qui se trouve à vérifier une nouveauté sans devoir investir beaucoup d'argent pour des moules à injection, etc., ça facilite le travail de cette industrie de vérifier de nouvelles choses. Parce que si vous demandez à l'industrie d'investir beaucoup sur une nouvelle idée, ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne savent pas s'ils vont après récupérer l'argent qu'ils ont dépensé. Donc, toutes des choses comme ça font aussi qu'il faut, disons, vérifier avec vos mains ce que c'est vos pensées, parce que les mains ils vont vous dire que ce que vous avez pensé, il est d'une certaine façon pauvre. Ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire. Et donc, vous pouvez porter après, vous pouvez porter là où les dialogues commencent à trouver l'industrie, vous pouvez porter des progrès du point de vue du faire. Parce que dans l'industrie, on a l'habitude de faire plus ou moins toujours les mêmes choses. Et donc, notre travail, c'est d'intervenir et provoquer les changements. Par exemple, je ne sais pas ce que j'ai provoqué dans ma vie, mais il y a eu, par exemple, l'idée que les ouvriers expriment leur créativité au début, parce que la première fois que j'ai fait ça, c'était dans l'année 1980. Alors les ouvriers disaient, oh, nous, on n'est pas des artistes, on n'est pas ça, on n'est pas là, parce que l'école nous a imposé la censure vers nous-mêmes. On n'a pas le courage de dire, quand tout le monde dit rouge, nous on dit vert. On n'a pas le courage, on n'a pas eu l'éducation à faire ça. Et finalement, aujourd'hui, on se trouve dans un moment historique où il faut justement faire ça. Sinon, on n'existe pas. Voilà. Moi, je crois que la chose la meilleure, c'est que vous dites les choses. Vous devez parler. Voilà. Non? Juste un mot pour témoigner quand même, parce que je ne vais pas en parler, mais on m'avait demandé de faire une conférence chez Seb. Alors Seb, c'est le fabricant de Moulinex, Rowenta, etc. Et j'avais été frappé, parce que c'était une situation assez étonnante. Je me trouvais à peu près à 300 designers internationaux à faire une conférence. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je pensais que je ferais une conférence sur le Seb. Et en fait, parce que donc, j'ai voulu comprendre cette situation, donc j'ai discuté avec le PDG, tous ces gens-là, et en fait, je me suis rendu compte du fait que le rôle du designer aujourd'hui, dans leur esprit, c'est de déranger l'industrie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est pas nous qui avons dit, voilà, on va déranger l'industrie. À un moment, c'est eux qui disent, on a besoin d'être dérangé, parce que sinon, on ne fait plus rien d'intéressant. Oui, j'aurais une question à Stéphane Viaille. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une coquille ou d'une position délibérée de votre part. Quand vous nous avez énoncé une définition du design, vous avez donc abordé deux versants, comme vous avez dit, un versant doing et un versant thinking. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi vous avez d'abord présenté le versant doing avant le versant thinking, puisqu'a priori, on peut supposer que l'on pense avant de faire, donc je me trompe. Je vous remercie de cette question. En vérité, j'ai pas
il faut un ordre de succession. Je n'ai pas fait de l'ordre de succession des deux versants quelque chose de signifiant. Il n'y a pas une signification dans l'ordre présenté. J'aurais pu le présenter dans l'autre ordre. Après, votre question, elle pose le problème de savoir est-ce qu'on pense avant de faire, est-ce qu'on pense en faisant, ce qu'on fait en pensant. Enfin, c'est une vraie question. J'étais intervenu il y a un an dans un colloque là-dessus, donc je trouve que la question est très intéressante. Mais en 2 mots, je dirais que ces deux versants, pour moi, il n'est pas possible de continuer de penser qu'on conçoit puis après on fait, parce que ça ne se passe jamais comme ça. On commence, c'est vrai, par des intuitions ou des intentions. Il y a quand même des idées de départ. Mais ces idées, elles deviennent des idées quand elles prennent forme, comme on dit. Mais au-delà du jeu de mots, quand elle se prototype, comme je le disais tout à l'heure. Tout le monde l'a vécu, que ce soit pour écrire un livre où on fait un plan, et puis en écrivant, on change son plan. On prévoit de faire tel projet, on fait des croquis, puis en le prototypant de manière réaliste avec les contraintes techniques, on en change la forme. Bergson lui-même disait que le peintre, il ne sait pas exactement ce qu'il va peindre, c'est à la fin qu'il le sait. Et que moi, je dirais que cette relation, ce sont des allers-retours constants entre penser et faire, justement. Mais je dirais que ce sont plus 2 pôles qui n'entrent pas dans une relation de succession. Il n'y a pas on fait d'abord, on pense après. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être bien que je l'ai présenté dans cet ordre, parce que moi, ça perturbe et ça contredit le préjugé courant qui consisterait à croire, à mon avis c'est un peu faux, qu'on conçoit d'abord, on fait toutes ces maquettes, puis après on n'y touche plus, on ne conçoit plus, puis on produit. Et or, il y a un peu de ça quand même. Par exemple, dans les processus industriels, j'imagine quand même qu'il faut normer les étapes. Mais tout de même, on voit que quand on se met à faire, à produire, à fabriquer, on a plein de nouvelles idées qui viennent. Alors, on est parfois obligé de fermer, on a des nouvelles idées, ce sera pour un autre projet. Mais on a parfois la possibilité, ça dépend peut-être des contextes, de moduler l'idée initiale pendant qu'on l'a fait. Et je crois que voilà, c'est moins une succession qu'une interaction constante, en fait. Merci. Peut-être juste pour enchérir, parce que je dialogue assez souvent avec François Zambourg, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et François dit qu'en fait, un projet en appelle un autre. C'est-à-dire, c'est en faisant en fait, qu'on pense, et qu'on pense le prochain. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement juste là-dedans. Cette imbrication du faire et du penser, je pense que c'est vraiment ce qui est au fondement même du design. Donc voilà, c'est tout ça. Dernière question pour Gaetano, parce que vous disiez que ce que je veux savoir, c'est quand je vois un objet ou un objet design, c'est qui l'a fait, quelle est la personne derrière, etc., etc. Et je me suis toujours dit que le porte-bouteille Duchamp, c'est dommage qu'on ne voit pas le nom du type qui l'a dessiné, quoi, parce que c'est quand même... Il faudrait presque les deux noms, quoi, et Duchamp et l'artisan local qui... Oui, je n'ai pas compris. Le porte-bouteille de Duchamp, celui qui l'a dessiné, on devrait mettre son nom aussi à côté. Ah oui, oui, non, bien sûr. De toute façon, autre chose sur laquelle ça vaudrait la peine de discuter un tout petit peu, c'est que l'époque, notre époque, elle n'est pas stable. Elle n'est pas homogène. C'est une époque qui ressemble au liquide, qui bouge constamment, qu'il y a des valeurs qui montent et qui descendent, etc. Donc, les produits sont des produits qui ressemblent plutôt à des méduses, à des choses qui changent constamment. Ça, c'est... Moi, je rêve d'une technologie qui nous permet de donner une non-physicité aux choses. Donc, voilà, c'est ça un peu notre futur. Donc, aussi l'idée du... Bon, je ne sais pas, moi, je voudrais lancer cette idée que le design, c'est liquide. Parce que l'époque, c'est liquide. Le design étant un document de la réalité, je pourrais même dire que c'est un commentaire de la réalité, et donc il doit être, vu que la réalité est liquide, le design devrait être liquide, pas de formes définies et masculines, etc., mais des formes féminines. C'est une façon d'être extraordinaire parce que ça peut renouveler l'histoire du passé et nous faire entrer dans le futur. La mentalité, je ne veux pas dire de la femme, mais de la partie du cerveau qu'on appelle la partie féminine, c'est le futur. Mais pas du tout le dogmatisme, l'idéologie, la rigidité,
la répétition, les monotones, sont tous des valeurs passées. Avec ça, je ne veux pas dire que le passé fait des choses qui n'ont pas de valeur. Le passé a fait, la mentalité masculine a fait des valeurs très importantes, mais l'époque a changé. Le monde est en train de changer. Et on va vers ce type de valeurs qui existent à un moment, ils disparaissent, ils reprennent, ils remontent, ils descendent, et voilà. Et nous, avec notre tête, on doit constamment comprendre une réalité qui change constamment. Voilà. Les designs, alors la question, quel est le design qui va donner forme à ça, à savoir. Ouais, je peux compléter. Il y a deux choses, je voudrais revenir sur l'idée du liquide qui me semble être une très belle idée. Auparavant, je voulais revenir sur la réflexion qui a été faite. Non, il n'est pas question qu'on donne l'origine du porte-bouteille. Duchamp, quand il prend le porte-bouteille, il prend un objet totalement neutre, impersonnel, c'est un concept d'objet, point. Il n'aurait jamais fait la notion du ready-made en se référant à une personne, c'est-à-dire signé, il n'a jamais réagi. Donc là, on pourrait en parler longtemps. Mais l'idée du liquide me semble être une très très belle image de la pensée, et elle me fait penser à Joseph Beuys, cet artiste allemand, qui avait 3 références pour développer sa pensée. C'est la graisse. La graisse est un matériau qui s'infiltre et qui prend de l'expansion et qui envahit. Le deuxième, c'est le cuivre, qui est un matériau de transmission. Et le troisième, c'est le feutre, qui est un matériau d'isolement. Tu es bien placé pour le savoir, puisque tu as fait un siège que je trouve remarquable, qui est ce feutre dans lequel... Et je trouve que ça serait intéressant de prendre des métaphores, hein, comme le liquide, pour exprimer, alors surtout si on est lié à l'eau là, comme une forme d'approche, de la réflexion, de l'espace, de l'envahissement, hein, de l'inondation de la pensée. Voilà. Moi, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Gaetano, simplement parce que dans la dernière diapo que j'ai présentée, j'avais mis comme sous-titre « Éloge de la complexité ». Et c'était juste pour dire que, en fait, c'est pas du tout que le monde soit plus complexe qu'auparavant. C'est que la complexité nous intéresse. Je crois que ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Le monde a toujours été complexe, mais on l'a simplifié dans les discours et on l'a simplifié dans les actions. Et je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est que la complexité du monde nous intéresse. C'est quelque chose, en tout cas, qui nous éveille, c'est quelque chose à quoi nous sommes ouverts. En fait, l'idée du liquide, la période est instable parce que c'est une période de transition. Si on parle de 3e révolution industrielle, c'est parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'on change de modèle. Et effectivement, être designer dans ce moment-là, ça a plus de sens peut-être qu'à d'autres moments. En tout cas, ça prend un sens très fort parce qu'on rouvre la complexité, justement. La période est instable parce que les moments de stabilité dans l'histoire de l'Occident ou de la civilisation, ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y a plus de complexité, qu'on ramène tout à de la simplicité, mais on peut trouver 1, 2, 3 décennies où il y a une relative stabilité. Là, on est quand même dans un certain désordre, dans une certaine instabilité. Je pense que c'est ça que désigne le liquide, et qu'on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre, mais on peut faire l'hypothèse que ça va prendre forme à un moment donné. Et c'est dans ce moment, je dirais, d'instabilité liquide de l'époque, que toute la complexité qui n'est jamais absente, en vérité, à tout moment, se rouvre. Et il ne faut pas le voir comme quelque chose de difficile, de négatif, ou au contraire. C'est en cela que c'est intéressant d'être designer dans un moment de complexité liquide, si je puis dire, parce que beaucoup de questions qui avaient pu être fermées, peut-être, se rouvrent. Toutes les questions se rouvrent, la complexité se rouvre, et l'histoire de la culture et de la création, c'est peut-être l'histoire de la succession de moments comme ça d'ouverture, fermeture de la complexité, où l'esprit humain cherche à ramener le désordre à l'ordre, et puis c'est jamais fini, il y a toujours du désordre à conquérir en fait. De toute façon, parler abstrait, des fois, c'est pas abstrait. Alors, je pensais que finalement, pourquoi pas ne pas donner un exemple? Alors, moi, je suis venu ici ce matin avec une voiture. Ici, je passe 2 heures ici, je sors et j'ai besoin de lancer avec mon téléphone une code, un signal à ma voiture parce que j'arrive plus à la reconnaître. Elle a changé.
Pourquoi? Parce que l'atmosphère, l'humidité, la quantité de lumière et la pression atmosphérique ont fait si que ma voiture n'a plus la même forme de quand je l'ai laissée ce matin. Elle n'a plus la même couleur. Comment je fais la reconnaître? Donc je dois avoir un password pour dire, écoute, tu es où? Comment on fait avec quelqu'un qu'on a un rendez-vous et on ne sait pas où, on s'est trompé à quelle heure? Tu es où? Alors, tu es où? Alors la voiture dit, je suis là. Et ça commence à clignoter pour se faire reconnaître, parce que je l'ai complètement perdu l'essence de ce qu'elle était. Formidable. Non, ça, c'est le futur. La surprise, la provocation constante. On ne peut plus dormir. Mais bien sûr qu'on va dormir quelquefois, mais surtout on ne peut pas dormir toute une vie et répéter les jours, etc. Les objets nous provoquent à considérer le temps qui passe d'une façon différente. Donc ça, c'est un peu un exemple d'un design liquide. Quelque chose qu'on possède ce matin et que ce soit. Et peut-être un jour, notre maison, les bâtiments changent. Les bâtiments changent de forme. À l'école d'architecture, ils ont dit, Philippe disait que j'ai enseigné. Alors je disais, faites-moi un bâtiment qui change de forme, utilisez des matériaux qui peuvent modeler et changer selon la pression atmosphérique. Les étudiants étaient provoqués à utiliser pas la rigidité, mais le contraire, l'élasticité, la sensibilité à la lumière, la possibilité d'échanger les cristaux liquides et tout ça et tout ça. Ça, c'était question d'il y a 30 ans. Mais ça pour dire qu'est-ce que ça peut être le design liquide. Voilà, simplement. Je trouve ça intéressant. On pourrait aussi l'appliquer dans les parkings souterrains quand on ne retrouve plus sa voiture, quand on n'a pas mémorisé le numéro de la place, et elle pourrait clignoter ou même jouer de la musique, ce serait intéressant. Et je voulais juste ajouter, pour rebondir avec un exemple, il y a un domaine dans le design aujourd'hui, dans le design web, design interactif au sens large, du coup, où il y a du désordre. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des sites web pendant 10 ans, ils ont fait des sites web pour les écrans d'ordinateurs de bureau, avec une résolution d'écran qui était la même pendant longtemps. Aujourd'hui, il y a des tablettes, il y a des smartphones, et quand on consulte un site internet, on le fait tous au quotidien, et bien parfois il n'est pas adapté à tout type d'écran. Mais ils emploient la notion de liquide en quelque sorte. Il y a une méthode qui s'appelle le responsive web design, le design web réactif, où en fait, il y a encore quelques années, quand une agence web créait un site internet, elle faisait une version du site pour les grands écrans d'ordinateur, puis elle recrée une seconde version du site pour les appareils mobiles. Aujourd'hui, en fait, il y a des techniques de programmation, de code, qui sont liées à des langages comme CSS3, on ne peut pas entrer dans les détails, des techniques de code qui permettent de faire qu'une seule et même page web va s'adapter automatiquement à la largeur d'écran sur laquelle elle s'affiche. C'est dans un domaine un peu différent, mais certains parlent de processus liquide, où le site web devient comme un liquide qui s'adapte à toutes les pages. Mais ça, c'est déjà une réalité. On peut rêver, bien sûr, à d'autres formes de liquidité de notre existence. Autre chose, les objets deviennent des protagonistes très forts. Ils deviennent des présences importantes dans notre vie. Quand on rencontre un ami et on trouve que cette personne elle est bien ce jour-là, on dit « Oh, comment tu es en forme aujourd'hui ?» Ou bien, les jours après que cette personne est déprimée, on dit « Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. » Peut-être on peut faire la même chose avec la voiture. Quand on sort pour la retrouver, finalement on la retrouve et on dit « Tiens, mais comment tu es en forme maintenant? Formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, ça c'est magnifique. Non? On vient un autre jour, tu dis « Mais quelle forme horrible, dégueulasse aujourd'hui. » Comme on fait entre nous, les humains. Et ça, c'est la présence des objets, la culture des objets dans notre vie, ça va être de plus en plus fort. Et donc, c'est l'art, parce que l'art, même si on n'a pas besoin de l'art, elle est très importante dans notre vie. Et l'art, selon moi, mon point de vue, c'est justement les designs conçus de cette façon. Voilà.
Merci Gaetano, merci Stéphane Vial. Nous allons clore ce débat que nous reprendrons bien entendu sous d'autres formes. Donc voilà.